Imagine un gamin de 13 ans qui pirate le système informatique de son école pour avoir plus de temps d'ordinateur et qui finit par créer l'empire technologique le plus puissant de la planète. Cette histoire paraît dingue, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Bill Gates. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière cette success story se cache une série de décisions controversées. Des coups de génie et des moments où tout aurait pu s'effondrer en quelques secondes seulement. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de l'empire Microsoft et croyez-moi, cette histoire va complètement changer votre vision de ce que signifie vraiment réussir dans le business. Alors que la plupart des adolescents de son âge passaient leur temps à jouer au foot ou à traîner avec leurs potes, le jeune Bill Gates passait ses soirées dans la salle informatique de son école privée de Seattle. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'était pas un élève modèle. Cependant, il était déjà un entrepreneur dans l'âme, et pas forcément dans les règles. Avec son meilleur ami Paul Allen, il avait trouvé une faille dans le système de facturation de l'ordinateur de l'école. Au lieu de payer pour utiliser la machine, il hackait le système pour avoir du temps gratuit. Mais quand leur supercherie a été découverte, au lieu d'être renvoyés, l'école leur a proposé un deal. Trouver toutes les failles de sécurité du système informatique et en échange, ils auront un accès illimité aux ordinateurs. C'est le premier avant-goût de ce qui allait devenir la philosophie de Gates, transformer chaque obstacle en opportunité. Mais ce qui est vraiment fou, c'est ce qui s'est passé quand il a découvert qu'une entreprise locale cherchait quelqu'un pour analyser les données de circulation de la ville. Gates avait alors seulement 15 ans. Avec son ami Paul Allen, il monte alors sa première boîte, Trafodata. Ils ont gagné $20 000, une fortune pour des lycéens à cette époque. Mais Bill Gates ne s'est pas arrêté là. Il avait compris quelque chose que personne d'autre ne voyait à l'époque. Les ordinateurs allaient changer le monde et lui allait en être l'architecte. La vraie histoire commence en 1974 quand Paul Allen toque à la porte de Gates à Harvard avec un magazine. Sur la couverture, il y avait l'Altair 8800, le premier micro-ordinateur grand public. Allen regarde Gates et lui dit cette phrase qui va changer l'histoire de la tech. Si on ne fait rien maintenant, on va rater le coche. À ce moment, Gates avait 19 ans, il étudiait dans la plus prestigieuse université du monde. Ses parents, quant à eux, voulaient qu'il devienne avocat, et là, il devait prendre la décision la plus importante de sa vie. Faire ses bagages et abandonner Harvard pour se lancer dans un business qui n'existait même pas encore. Et le plus fou, c'est que Gates et Allen ne possédaient même pas d'Altair 8800. Ils ont alors appelé la société qui le fabriquait et ont dit qu'ils avaient développé un langage de programmation pour leur machine. Mais en réalité, c'était un mensonge total. Ils n'avaient rien développé du tout. Ils avaient alors 8 semaines pour créer quelque chose qui n'existait pas, sur une machine qu'ils n'avaient jamais vue, avec des outils de programmation qu'ils devaient inventer au fur et à mesure. On peut dire que les deux hommes étaient particulièrement audacieux. Pendant 8 semaines, Bill Gates a pratiquement vécu dans le laboratoire informatique de Harvard. Il dormait 3 heures par nuit seulement et se nourrissait quasiment exclusivement de pizzas froides. Paul Allen, lui, était obsédé par la reproduction exacte du fonctionnement de l'Altair. Ils travaillaient 18 heures par jour, conscients que s'ils échouaient, leur crédibilité serait détruite avant même d'avoir commencé. Et le jour J arrive, Allen prend l'avion pour Albuquerque avec une bande magnétique contenant leur programme. Ils n'avaient alors jamais testé le code sur une vraie machine Altair. Soit ça allait marcher, soit ils avaient tout perdu. Allen arrive dans les bureaux, met la bande dans la machine, et là, miracle. Leur programme fonctionne. Pas parfaitement, certes, il y avait quelques bugs, mais globalement ça fonctionnait. Bill Gates venait de réussir son premier pari impossible. Microsoft était né, même si à l'époque, il ne savait pas encore qu'il changerait le monde. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que Gates avait déjà compris le principe fondamental du business tech moderne. Ce qui compte, ce n'est pas de fabriquer des machines, mais de créer les logiciels qui les font fonctionner. Cependant, les vrais ennuis commençaient à peine. Le monde de la tech dans les années 70 était dominé par une culture de partage libre. Les programmeurs s'échangeaient alors leur code gratuitement, c'était la philosophie de l'époque. Et c'est là que débarque Bill Gates, 20 ans, qui veut faire payer pour des logiciels. Il écrit alors une lettre ouverte qui va déclencher la première guerre idéologique de l'informatique. Dans cette lettre, il accuse les utilisateurs de voler son travail en copiant ses programmes sans payer. La communauté des développeurs le déteste instantanément. On l'accuse d'être un capitaliste cupide qui veut détruire l'esprit de partage de la programmation. Mais Gates, lui, il s'en fiche complètement. Il y avait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Si on ne protège pas la propriété intellectuelle des logiciels, personne n'investira assez d'argent pour créer des programmes vraiment révolutionnaires. Cette vision controversée allait devenir la base de toute l'industrie du logiciel moderne. Bill Gates transformait alors l'informatique d'un hobby en véritable industrie de plusieurs milliards de dollars. Sauf que personne ne voulait le croire à l'époque. Mais c'est en 1980 qu'arrive l'événement qui va propulser Microsoft dans une autre dimension. IBM, le géant absolu de l'informatique, cherche un système d'exploitation pour son nouveau PC. Il contacte d'abord Digital Research, la référence en matière de système d'exploitation,
Mais le patron n'était pas disponible pour la réunion, sa femme a mal négocié et IBM repart bredouille. C'est là qu'il se tourne vers cette petite boîte de Seattle dirigée par un gamin de 25 ans. Mais Bill Gates n'avait pas créé le système d'exploitation. Il n'en avait jamais créé un seul. Pourtant, il va accepter la proposition. Et c'est là que le jeune homme va se révéler brillant. Au lieu de développer un système d'exploitation en partant de zéro, le jeune Bill Gates va aller voir une petite entreprise de Seattle qui avait créé QDOS, Quick and Dirty Operating System. Il va l'acheter pour $50 000. $50 000 pour ce qui allait devenir MS-DOS, le système d'exploitation le plus utilisé au monde pendant 2 décennies. Mais le vrai talent de Bill Gates va se révéler dans les négociations avec IBM. Alors qu'IBM pensait acheter MS-DOS en exclusivité, Gates a négocié pour garder les droits de licence. IBM pouvait alors utiliser le système, mais Gates gardait le droit de le vendre à d'autres constructeurs. Cette décision va générer des centaines de milliards de dollars de revenus. Parce que quand le marché des PC compatibles IBM explose, tous ces constructeurs ont besoin de MS-DOS. Et devinez qui était le seul à pouvoir leur fournir ? Évidemment, c'est Bill Gates qui venait de créer un monopole sans qu'IBM ne se rende compte. En 5 ans seulement, Microsoft passe de 50 employés à plus de 1000. Bill Gates devient millionnaire à 26 ans, multimillionnaire à 30 ans. Mais le plus dingue reste encore à venir. Nous sommes alors en 1984 et Apple sort le Macintosh avec une interface graphique révolutionnaire. Plus besoin de taper des lignes de commande, on peut cliquer sur des icônes avec une souris. Steve Jobs pense alors qu'il a une avance technologique insurmontable, mais en réalité, il se trompe. Bill Gates de son côté comprend immédiatement que l'interface graphique c'est l'avenir. Mais au lieu de partir de zéro, il va utiliser sa relation avec Apple pour développer des logiciels Mac. Il étudie alors de fond en comble leur interface de l'intérieur et crée Windows. Quand Windows sort en 1985, Steve Jobs est fou de rage. Il accuse Bill Gates de lui avoir volé son interface graphique. La réponse de Gates est devenue légendaire. « Steve, c'est comme si on avait tous les deux un riche voisin appelé Xerox et que j'ai été cambrioler sa télé pour découvrir que tu l'avais déjà volé. » Parce qu'en effet, Apple avait copié l'interface graphique sur Xerox quelques années avant. Cette rivalité entre Gates et Jobs va dominer l'industrie tech pendant 30 ans. Mais en réalité, Windows 1.0 était véritablement nul. Windows 2.0 était à peine mieux. Ce n'est qu'avec Windows 3.0, en 1990, que Microsoft réussit vraiment à créer un système digne de ce nom. Et là, c'est l'explosion totale. En 1995, Windows 95 devient l'événement technologique le plus médiatisé de l'histoire. Bill Gates organise un lancement à $300 millions avec des concerts, notamment des Rolling Stones. C'est une véritable campagne planétaire. Les pubs de Windows sont même projetées sur les écrans géants de Times Square. Le jour du lancement, des milliers de personnes font la queue devant les magasins pour acheter une boîte du logiciel. C'est du jamais vu pour l'époque. Microsoft atteint une valorisation de $100 milliards. Gates devient l'homme le plus riche du monde à seulement 39 ans. Mais avec le succès, arrive également la controverse. Le gouvernement américain accuse Microsoft de monopole illégal. Bill Gates se retrouve alors devant les tribunaux, interrogé pendant des heures par les procureurs fédéraux. Les vidéos de ces interrogatoires sont hallucinantes. On y voit Bill Gates, habituellement si sûr de lui, qui esquive, qui joue sur les mots et qui prétend ne pas comprendre les questions pourtant simples. Pour la première fois de sa vie, Gates ne contrôle plus la situation. Le procès antitrust va durer pendant 4 ans. À un moment, il y a une possibilité réelle que l'empire Microsoft soit démantelé, coupé en 2 entreprises distinctes. Au final, Microsoft s'en sort avec une tape sur les doigts et quelques restrictions, mais l'entreprise survit. Cependant, cette période marque le début d'une transformation profonde chez Gates. Il commence à réfléchir à son héritage, à ce qu'il veut laisser au monde au-delà de Microsoft. Et c'est pour cela qu'en 2000, Gates crée la fondation Bill et Melinda Gates avec sa femme. Ils investissent des dizaines de milliards de dollars pour lutter contre la pauvreté, les maladies et améliorer l'éducation dans le monde. Bill Gates applique alors à la philanthropie la même rigueur analytique qu'il appliquait à Microsoft. Il veut des résultats mesurables, des métriques précises, une efficacité maximale. Certains vont critiquer son approche technocratique de la charité, mais les résultats sont pourtant là. Des millions de vies vont être sauvées grâce aux investissements dans la médecine. Grâce à la fondation, il y aura des progrès énormes dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose. En 2008, Gates quitte officiellement Microsoft pour se consacrer à plein temps à sa fondation. L'homme qui avait révolutionné l'informatique voulait maintenant révolutionner la philanthropie. Mais même là, il garde son côté obsessionnel. Il lit des centaines de rapports scientifiques, rencontre des prix Nobel, et finance des recherches sur des maladies que personne d'autre ne veut étudier parce qu'elles touchent les populations les plus pauvres. Aujourd'hui, Bill Gates a donné plus de $50 milliards à des causes caritatives. Il a promis de faire don de 99% de sa fortune avant sa mort.
L'homme qui était accusé d'être un capitaliste sans scrupules dans les années 90 est devenu l'un des philanthropes les plus généreux de l'histoire. Mais ce qui est fascinant, c'est que Gates n'a jamais vraiment changé depuis qu'il a commencé sa carrière dans l'informatique. Il applique juste la même obsession du détail, la même vision long terme et la même capacité à avoir des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. L'histoire de Bill Gates nous enseigne quelque chose de fondamental sur l'entrepreneuriat. Le succès ne vient pas de l'absence de controverse, mais de la capacité à transformer chaque crise en opportunité d'apprentissage. Gates a été critiqué, détesté, admiré ou encore vénéré. Il a construit un véritable empire, l'a défendu contre le gouvernement américain, puis il a décidé de tout donner pour changer le monde. Peu importe ce qu'on pense de Bill Gates, une chose est certaine, il a prouvé qu'une vision claire, une exécution implacable et une obsession du détail peuvent littéralement changer la planète. Nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, la partager, mais aussi à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt.